Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des IMOCA et on commence par Initiative Cœur. On va se tourner, hop là, Initiative Cœur qui a été le premier IMOCA à être modifié pour avoir des foils. C'était l'IMOCA à l'époque de Jérémy Bayou avec lequel il a fini 3ème du Vendée Globe en 2016-2017. Donc un bateau qui a quand même de l'âge, hein, qui date de 2010, qui était à l'origine construit pour Michel Desjoyaux, mais qui est un bateau qui est encore assez performant, malgré son âge. Il est quand même encore assez performant, et surtout voilà, c'est un bateau qui a une belle forme de carène, une belle carène, je trouve. Alors voilà, ça y est, il pleut. Il y a une belle carène, je trouve, avec des bouchins, et on voit déjà les formes de foil. Hier, je vous parlais du système Oscar aussi. Alors le système Oscar, vous voyez en tête de mât là-haut, hop, tout là-haut dans le mât là-haut, il y a une petite qu'on croirait être une petite caméra blanche. Et bien cette petite caméra, c'est le système Oscar. En fait, ça permet de détecter un OVNI, donc objet flottant non identifié, quand il est devant le bateau. Et ça permet de pouvoir potentiellement l'éviter. Même si malheureusement c'est pas encore super au point et ça n'évite pas toutes les collisions. Donc là c'est le bateau du coup de Samantha Davis accompagné de Nicolas Lunven pour cette tournée de Jack Vabre. On va avancer un petit peu. Et donc je vais vous montrer aussi un peu les différents styles de mât. Alors les mâts maintenant sur les IMOCA sont monotypes. C'est des mâts monotypes. Mais vous avez le choix entre mât classique avec barre de flash et mât avec outrigger. Là, vous avez un mât avec outrigger. Donc, vous voyez, les outriggers, c'est les barres qu'il y a sur les côtés et qui permettent de maintenir le mât. En fait, qui permettent d'écarter le point de tir des mâts et donc d'avoir une meilleure stabilité. Et aussi de pouvoir les basculer légèrement. On peut faire basculer les mâts puisqu'on peut les tirer depuis les côtés. Donc là, Nexans avec Fabrice Amedeo et Loïs Béréard. Donc Nexans, et là on voit déjà la différence entre les différents bateaux. On voit Nexans, c'est un bateau avec des petits foils. Alors en fait, c'est un bateau qui date des années 2015. C'est un des bateaux qui a été construit à l'origine pour le Vendée Globe 2016-2017. Et vous voyez, c'était encore des petits foils à cette époque, c'était vraiment des tout petits foils par rapport à ce qu'on a l'habitude maintenant. C'est des tout petits foils, et même quand on regarde par rapport à Initiative Cœur a des grands foils, Nexans a des petits foils. Et c'était des bateaux qui, à l'origine, ces bateaux-là, c'est les bateaux de la génération 2000 pour le Vendée Globe 2016-2017, à l'origine étaient construits pour pouvoir être ce qu'on appelle réversible, ce qu'on pourrait appeler réversible. En fait, ils étaient conçus pour pouvoir, si les foils n'avaient pas fonctionné, on aurait pu repasser sur des bateaux à dérive. On aurait pu remettre des dérives. On a vu par la suite que les foils ont fonctionné, donc tous les bateaux sont restés avec foils. Mais tous les bateaux de cette génération étaient conçus pour pouvoir passer de foils à dérive. Là on passe, et coucou Mathis, je ne savais pas que tu avais commencé depuis longtemps. Je viens juste de commencer, ça fait 4 minutes. Et donc là on est devant costume là, genre je me rappelle jamais de la suite, sinon tout va bien, cool. Donc le bateau de Louis Duc et de Maïta Barli, un bateau qui est un peu un miraculé ce bateau, puisqu'il y a 2 ans, sinon tu vas bien, ouais moi ça va. C'est un bateau qui est un peu un miraculé, puisqu'il y a 2 ans, ce bateau avait brûlé dans le port. C'était le bateau de Clément Giraud. Et ce bateau avait brûlé dans le port et il a été ressuscité, un peu ressuscité quoi. C'est un peu un miracle de le voir ici. Je pensais franchement qu'il avait été découpé quelque part, mais non. Et donc c'est le premier bateau qu'on voit du coup avec des dérives. Alors il a des outriggers, mais c'est le premier bateau à dérive puisque sur les IMOCA, il y a des bateaux à dérive, donc comme ici, et des bateaux à foil. Comme on a pu voir les 2 premiers. C'est un bateau du coup qui date de la génération pour le Vendée Globe 2008-2009. Et donc c'était le bateau PRB, c'était le 2 ou 3. C'était le 3 je crois. Celui qui d'ailleurs avait été récupéré Jean Le Cam quand il avait chaviré au Cap Horn. Et donc c'est ce bateau là. Mais ouais, je suis content.
Et donc on voit que c'était des bateaux aussi, chose qui était assez typée pour l'époque. C'est un peu ce qu'on retrouvait sur beaucoup de bateaux de l'époque. Les barres d'écoute arrondies comme ça avec les passages dessous. C'était un peu le type de l'époque, on va dire. De l'époque du coup des bateaux du Vendée Globe 2008-2009. Là on se retrouve devant Fortinet Pure Best Western. Donc le bateau de Romain Attanasio et de Sébastien Marcet. Sûrement un des qu'on peut classer dans les outsiders, parce qu'il y a quand même des bateaux un peu plus performants. Il y a des bateaux un peu plus performants, donc on peut les classer dans les outsiders. Et pareil, c'était un bateau qui était à l'origine un bateau pour la génération 2000 du Vendée Globe 2016-2017. Et en fait, c'est l'ancien bateau de Boris Herman sur le dernier Vendée Globe, celui avec lequel il s'est tapé un bateau de pêche juste avant l'arrivée. Mais voilà, c'est ce bateau-là avec on voit à l'avant l'étrave un petit peu retravaillé. Alors les bateaux de la génération 2016, ce que j'ai appelé la génération 2016-2017, c'est les bateaux construits pour le Vendée Globe 2016-2017. C'est des bateaux déjà qui commençaient à avoir l'avant qui s'arrondissait un petit peu, mais c'était pas encore aussi extrême que ce qu'on va voir plus tard. Et c'est un des seuls bateaux de cette génération-là qui a eu l'apport de nouveaux foils. J'ai failli tomber. L'apport de nouveaux foils. Et vous voyez, c'est des foils assez longs. Et ça, c'est Boris Herman qui les avait installés quand il avait repris le bateau. Puisque c'est l'ancien Gitana aussi. Son premier nom, ça a été Gitana. Après, ça a été du coup le bateau de Boris Herman. Et maintenant, c'est le bateau de Romain Attanasio. Qui va partir du coup avec Sébastien Marcet sur cette Transat Jacques Vabre. Et il est aussi équipé comme plus de la moitié de la flotte du système Oscar dont je vous ai parlé en tout début de stream, donc qui est le système pour détecter les ovnis à distance. C'est un système qui est relativement récent, mais qui n'est pas encore super au point, mais le jour où il sera vraiment au point, sera vraiment génial, quoi. Donc là on arrive devant Arkia Paprec de Sébastien Simon et de Yann Elias. Donc Arkia Paprec avec alors là ça c'était un petit bricolage, il y avait des petits éclats à l'avant et ils ont réparé. Ça fait partie des bateaux sur lesquels ouais j'ai des petits doutes, mais du coup c'est ce bateau a pas eu beaucoup de chance depuis qu'il a été sorti, depuis qu'il a été mis à l'eau. C'est un bateau qui a jamais pu être exploité à 100%. Sur le Vendée Globe, il a abandonné suite à la collision avec un ovni. Sur la dernière Jacques Vabre, il avait pété ses foils. Enfin, donc c'est plutôt un bateau qui n'a pas eu trop pour l'instant l'occasion de se montrer. On voit qu'il y a encore quelques petits détails à faire. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'appellerais des détails. On voit que ça travaille encore un peu sur la coque et tout. C'est un peu compliqué. Et c'est un bateau qui est très particulier parce qu'on voit que c'est des foils, ce qu'on appelle des foils en C. Vous voyez les foils, au lieu de partir sur les côtés comme ça, ils sont en C. Et ça a l'avantage, ça a un énorme avantage, c'est que même quand le bateau est à plat, les foils peuvent pousser. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. C'est un cockpit assez abrité quand même, mais très très ouvert sur l'arrière par contre. Très très ouvert sur l'arrière et une carène assez différente. On peut retourner voir, mais l'avant du bateau est très pointu par rapport au bateau de sa génération. En fait, beaucoup de bateaux de cette époque-là avaient commencé à arrondir un petit peu, alors que Arkia, eux, avaient encore fait une étrave assez pointue, donc assez différent de ce qu'ils faisaient ailleurs. Mais d'ailleurs, ce bateau était signé Ron Kuyunjan, si je ne m'abuse. C'est un bateau signé Ron Kuyunjan, donc c'est un bateau qui est très différent des autres. Oui, Mathis, Clarisse ne devrait pas tarder à annoncer, puisque oui, la grosse info d'aujourd'hui, c'est que Charlie a enfin arrêté de nous cacher qu'il allait se faire construire un nouveau bateau. Bon, de toute façon, c'était un secret de polichinelle, mais bon, ça fait plaisir de le savoir. MACSF avec Isabelle Josque et Fabien Delahaye. Bateau de 2008, mais qui a été bien optimisé et qui était déjà très bon dès le début en fait, qui a fini troisième en
en compensé du Vendée Globe 2008-2009, qui a malheureusement abandonné sur 2012-2013 après avoir perdu la quille. 2016, je crois qu'il a fini 4ème. Et malheureusement, sur le dernier Vendée Globe, problème de quille encore qui a obligé Isabelle à abandonner. Mais un très bon bateau, bien optimisé, qui à l'origine, si je ne m'abuse, avait des barres de flash et qui est passé sous Outrigger. Mais un très très bon bateau qu'on peut pas vraiment classer dans les favoris, mais plutôt un outsider quand même, puisque quand même très bon bateau quoi. Même s'il est ancien. Arkea qu'on peut quand même classer dans les favoris parce qu'il commence à bien connaître son bateau et je pense que le bateau est quand même de plus en plus fiable, même si voilà, pour l'instant il a vraiment pas eu de chance. À l'entrée dans le club de Gascogne, et puis qui a eu la collision avec un bateau de pêche. Donc voilà, MACSF avec des grands foils, avec des plutôt grands foils. Et on verra que ça a été un peu ça a été suivi par certains et certains autres ont fait l'erreur de mettre des petits foils sur des vieux bateaux et ça n'a pas très bien marché. Alors que sur MACSF, l'idée de mettre des grands foils sur ce bateau a plutôt été bonne. Était plutôt bonne et du coup on peut voir que c'est un bateau qui fonctionne bien. Malheureusement sa dernière Jacques Vabre aussi il y avait eu un problème, ils avaient heurté le fond au large d'Étretat. Non, je ne suis pas allé voir Charlie. Alors du coup on arrive devant la compagnie du lit Gility, donc qui est le bateau avec lequel Clément Giraud a fini le dernier Vendée Globe. Et c'est un bateau du coup Mathis que tu dois connaître, je pense, puisque le premier propriétaire de ce bateau, alors on va passer comme ça, hop. Le premier propriétaire de ce bateau, les fils ressemblent à quoi? Les fils ressemblent à ceux de Fortinet. Ah oui, les feuilles tu veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc la compagnie du lit Gility, qui en fait c'est l'ancien Deltador, c'est ça. Donc en 2008 c'était Deltador, le bateau de Jérémy Bayou. Et le premier bateau du coup qu'on voit avec des barres de flèche. C'est le premier bateau qu'on voit avec des barres de flèche. Il n'y en a plus beaucoup, vous allez voir, ils sont pas énormément à avoir encore des barres de flèche. Mais c'est un des bateaux avec des barres de flèche. Et donc comme on vient de le dire, c'est un bateau de la génération Vendée Globe 2008-2009. Malheureusement, Jérémy Bayou n'avait pas pu finir ce Vendée Globe suite à un problème de mât, je crois, sur le mât au large du Brésil. Et donc c'est Clément Giraud et Eric Nigon. Ce qui est marrant, c'est que le skipper c'est Clément Giraud, mais le propriétaire du bateau c'est Eric Nigon. Voilà, c'est la particularité. Et un cockpit bien abrité. Les barres de flèche, c'est ça, c'était ça. Et du coup un bateau avec des dérives et un cockpit bien abrité. Donc un bateau qui part un peu comme le bateau de Louis Duc, plutôt pour ils vont se battre entre bateaux à dérive droite quoi. Ils vont se battre entre bateaux à dérive droite, même s'il y a des bateaux à dérive droite, ils sont quand même un peu meilleurs et on va aller les voir plus loin. On arrive devant l'Inkedot, donc le bateau de Thomas Ruyant qui sera accompagné cette fois-ci de Morgan Lagrafière, un des bateaux favoris de la génération du coup Vendée Globe 2020-2021. On se souvient de Jamie qui avait fini sans bout dehors le Vendée Globe et qui avait fait quand même un très beau Vendée Globe. Jérémy du coup qui va se faire pas Jérémy mais Thomas qui va se faire construire Thomas qui va se faire construire un nouveau bateau aussi. Donc Thomas Ruyant qui va se faire construire un nouveau bateau qui se fait construire un nouveau bateau du coup. Et ce bateau du coup on ne sait pas à qui il va appartenir, on n'a pas encore l'info. Mais je pense qu'on aura l'info incessamment sous peu. Alors qu'il ne pleut plus, ça fait du bien. Très bon bateau on voit du coup, c'est le premier bateau de la génération 2020, du Vendée Globe 2020 qu'on voit. Et donc on voit ces grands foils, alors là ils sont sortis. Vous voyez les grands foils avec le petit type en haut, enfin c'était les très grands foils à cette époque. Et des bateaux assez violents quoi quand même. Et du coup comme je disais, les avants qui avaient commencé à s'arrondir, les avants qui vont commencer à s'arrondir
Comme on peut le voir, hein, l'avant est déjà assez arrondi, une carène qui descend doucement sur le dessous. Donc un bateau qui rebondit bien dans les vagues, un bateau de reaching quoi, complètement un bateau de reaching. Donc reaching, c'est quand le vent vient de pas complètement de l'arrière, c'est une allure travers largue pour ceux qui connaîtraient. Et donc comme je vous disais, l'Encolot est équipé, mince, hop là, mince, est équipé comme la moitié de la flotte, mince, hop. Ah, on le voit pas d'ici, hop, je vais vous le montrer. Est équipé comme la moitié de la flotte du système Oscar en tête de main. On voit la petite caméra blanche là-haut là, qui permet normalement de détecter les OVNI, donc les objets flottants non identifiés, qui sont un peu la plaie sur ces bateaux, enfin sur tous les bateaux d'ailleurs. Hein. Alors ça peut être des containers, ça peut être des mammifères marins, ça peut être plein de choses. Mais du coup c'est censé les détecter. Là on arrive devant le laboratoire de Biarritz de Denis Van Der Berg, ça y est j'arrive enfin à dire son nom, et de Tanguy Le Turquet. Putain, si je n'arrive pas à dire Tanguy, c'est grave quand même. Hein. Tu dis la particularité de ce bateau, c'est que tu es dans un siège baquet dos à la route. Ouais, alors on peut voir voilà le cockpit qui est complètement abrité, qu'on peut même refermer sur l'arrière, et donc il y a un cockpit voilà dans les mers du Sud, c'est plutôt cool pour Thomas puisqu'il a pu naviguer complètement à l'abri. Les IMOCA, on peut voir jusqu'à maintenant sont très abrités. Et il y en a juste un qui est pas très abrité, c'est celui-là. Donc laboratoire de Biarritz, qui est en fait le dernier IMOCA construit avec des dérives. C'est le dernier IMOCA à dérive qui a été construit par Nandorfa. Ouais, c'est ça, Nandorfa, pour le Vendée Globe 2016-2017, qu'il a réussi à finir. Et voilà, du coup, c'est le dernier bateau à dérive. Donc un bateau là qui va pouvoir se battre, qui va se battre avec les autres, bateaux à dérive, même peut-être être devant. Et c'est aussi un des rares bateaux, sûrement aussi le dernier bateau construit aussi avec des barres de flèche. Donc c'est un bateau qui a fait beaucoup de dernières quoi. Dernier bateau avec barres de flèche et dernier bateau avec dérive. Mais quand même un bon bateau en vrai pour se battre dans la catégorie, dans la sous-quête, enfin dans le classement officieux des non-foilers. À un moment on va faire une pause pour parler un peu de la différence entre les dérives et les foils. Et surtout on voit aussi que c'est un bateau qui est pas super abrité. Par exemple quand vous êtes à la colonne, sur tous les autres bateaux quand vous êtes à la colonne vous êtes abrité. Sur ce bateau là quand vous êtes à la colonne vous n'êtes pas abrité. Et c'est moins cool quoi. On arrive à Eleven Hour Racing de alors il y a mince, ah ça y est, j'ai oublié les noms, c'est pas possible. Trou de mémoire. Donc, du coup l'ancien bateau, ce bateau on le reconnaît puisqu'il n'a pas changé de couleur depuis qu'il a été construit ce bateau. C'est l'ancien Hugo Boss de Alex Thompson, le Hugo Boss de 2016 du coup. Futur bateau de Benjamin comme le dit Mathis, c'est exact, c'est vrai. Et donc c'est Justine Métro et Martin Fischer dessus, ça y est, ça revient d'un coup. Justine Métro et Martin Fischer qui seront sur ce bateau. Dernière course de ce bateau sous ces couleurs-là, puisque comme dit Mathis, après ce sera le bateau de Benjamin Dutreux pour le prochain Vendée Globe. Hop, on va passer. Donc bateau qui a été un des premiers bateaux construits un peu autour de ces foils. C'était un des moins réversibles, je pense, c'était un des moins réversibles dans la classe. Ouais, c'est ça. Et du coup, des foils assez grands, assez imposants pour ce que c'était à l'époque. Ils ont testé des trucs, je sais que Eleven Hour Racing ont testé des trucs, ont testé des grands foils dessus pour justement le bateau qu'on va voir après. Puisque ce bateau c'est leur premier, mais c'est pas leur dernier, puisque par la suite ils ont construit un nouveau bateau qu'on va voir juste après. Ce bateau on peut le classer, ouais on peut, je pense le classer dans les favoris, parce que le bateau est
c'est vraiment un des meilleurs bateaux de la génération 2016-2017. C'est vraiment le bateau qui a été le mieux construit. Ils ont aussi modifié le roof. Exactement, avant le roof était amovible, maintenant le roof est fixe. C'est un roof fixe et qui se ferme bien sur l'arrière, quoi. C'est le bateau, si vous vous souvenez des images de Alex Thompson qui sort un drapeau anglais dans les mers du Sud, c'était sur ce bateau-là, sur le Vendée Globe 2016-2017. Bon, les journalistes à Bastille n'ont pas trop fait attention à nous jusque-là, donc pour le moment ça nous va pas trop mal. Avec un bateau qui reste performant, qui est assez récent tout de même. Ouais, donc comme on a pu voir sur la plupart des bateaux, les safrans sont relevables. Et en fait c'est des bateaux qui ont un système de safran, quand ça touche un ovni, le safran va remonter tout seul. Donc c'est plutôt pratique. Mais j'en discutais hier avec un ami et je pense que ce système, si un jour les plans porteurs sont acceptés sur les IMOCA, je pense que ce système n'existera plus et on va se retrouver avec des safrans qui, au lieu de remonter comme ça, vous remontez comme ça. Un peu comme il y a sur les ultimes. On verra comment ça va évoluer, mais je pense que ça pourrait évoluer comme ça, pour pouvoir en fait gérer la hauteur de vol du bateau. Là on arrive sur le dernier IMOCA sorti des hangars, dernier IMOCA mis à l'eau, Eleven Hour Racing, mais Malama, donc le deuxième bateau construit pour The Ocean Race. Donc un bateau qui est très particulier. Regardez déjà la forme de carène. Alors on n'est pas très arrondi à l'avant, c'est assez pointu à l'avant, mais regardez en dessous là. Sur le dessous en fait la carène ça descend et d'un coup ça fait comme un espèce de V en dessous. Il est magnifique Malama, il est magnifique. Et surtout ce bateau il a une particularité, c'est qu'il vole à plat. C'est assez fou. C'est assez fou, la plupart des bateaux si vous regardez en fait, les foils quand ils sont comme ça, ils touchent un peu l'eau mais c'est compliqué. Ce bateau là, il vole à plat. C'est assez dingo en fait. La vidéo, on a vu des vidéos là, il vole quasiment à plat et ça veut dire qu'il a une raideur à la toile qui est assez énorme. Donc raideur à la toile c'est sa capacité en fait à garder de la toile malgré le vent. Et plus un bateau peut garder de la toile longtemps, mieux c'est quoi. Alors après le problème qu'il va y avoir ça va être la résistance des matériaux. Donc la résistance du mât à la pression et tout ça. Et donc sur ce bateau là c'est Pascal Bidégory avec Charlie Enright. Donc un bateau, très bon bateau, mis à l'eau assez tardivement, donc encore des trucs à découvrir dessus. Peut-être pas encore totalement le mode d'emploi, mais à voir. Il y a toujours des petites choses à faire, mais bien plus étendu qu'il y a 2 ans, on est arrivé. Donc ouais, comme tu le dis Mathis, le cockpit est assez fermé et très grand, puisque c'est ce bateau est prévu en fait pour de l'équipage. C'est un bateau qui est prévu pour de l'équipage, puisqu'il est prévu pour The Ocean Europe. Donc en fait voilà, faut pouvoir faire tenir un équipage dans le cockpit. C'est pour ça que c'est un cockpit très grand, mais très abrité. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un cockpit plus grand que ce qui a pu être fait sur par exemple Hugo Boss. Hugo Boss est complètement fermé aussi, mais le cockpit est beaucoup plus petit parce que c'est un cockpit de solitaire. Et là c'est un cockpit grand pour pouvoir tenir avec tout l'équipage à l'intérieur. Et voilà, on voit que c'est quand même, on voit à travers là que c'est assez grand quand même. Hein. Et voilà, la forme de carène de ce bateau est vraiment formidable. Il faut dire en fait le fait qu'ils aient fait une carène comme ça, c'est aussi parce que ce bateau va pas affronter les mêmes conditions que les autres IMOCA. Ce bateau est fait pour faire un tour du monde en équipage où ils vont aller un peu partout dans le monde. Ils vont remonter du côté de l'Asie, du côté enfin ils vont remonter à plein d'endroits. Et il n'y a pas de rail en 2005. On va aller voir l'arrière après. On va regarder l'arrière après. Et donc c'est un bateau qui va devoir marcher pas que dans des allures où les autres IMOCA ont tendance à devoir marcher, c'est-à-dire du reaching à fond dans le sud. C'est un bateau qui va être fait pour aller aussi dans des endroits où il y aura pas beaucoup de vent, pas mal de molles et tout. Donc il faut que ce soit un bateau qui n'ait pas beaucoup de surface mouillée. Et d'où le V en dessous en fait. D'où l'espèce de V qui fait que le bateau touche peu l'eau en fait. Et il a la puissance, il a une puissance en fait. Sa carène n'est pas très puissante, mais par contre ses foils sont monstrueux. Et donc ouais, comme tu disais Mathis, une barre d'écoute complètement droite,
Des passes avant toutes petites pour aller vers l'avant. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour aller à l'avant. Mais c'est pas très grave. Et des panneaux solaires sur tout le roof pour faire de l'électricité. Ce qui est plutôt une bonne chose. Puisque l'Event All Racing est très impliqué dans le développement durable. Même si certains vont me critiquer pour ce que je viens de dire. Puisque c'est un IMOCA en carbone. Mais bon. Un bateau très innovant et que j'ai hâte de voir en course. Malheureusement, voilà, je le classe dans les outsiders parce que le bateau est pas encore assez au point, je pense, pour pouvoir aller jouer la gagne. On peut avoir une surprise. Franchement, c'est outsider mais plus quoi. C'est outsider plus. Time for Ocean, le bateau de Stéphane Le Diraison qui sera accompagné de Didac Costa pour ce Vendée Globe. Un bateau de la génération du Vendée Globe 2008-2009. Donc un bateau qui a été construit du coup pour le Vendée Globe 2008-2009. Le bateau doit être sorti des chantiers comme beaucoup, soit en 2006, soit en 2007. Un bateau qui a été modifié, comme vous pouvez le voir. Il a des foils, mais il a fait le pareil des petits foils. Et les petits foils n'ont pas eu ont pas été très efficaces quoi. Ça n'a pas été très efficace et on a pu le voir avec Arnaud Boissière. Ce bateau, je pense que vous le connaissez. Alors vous reconnaîtrez pas parce qu'il a énormément été modifié, notamment au niveau du pont. Mais c'est le... Je sais pas si Mathis tu l'as celui-là parce que je pense que il est dur à reconnaître. Mais en fait c'est le Hugo Boss de 2008. C'est le Hugo Boss de 2008-2009. Qui à l'époque avait 2 roofs sur chaque côté, avait un roof de chaque côté et qui maintenant est mono-roof et a des foils, donc des petits foils. Alors on les voit très mal, hein. Mais vous voyez, c'est vraiment, ils sont tout petits. Hop, je vais vous les montrer. Hop, c'est des tout petits foils. C'est aussi un bateau, alors c'est aussi le seul bateau qui a des foils mais qui a des barres de flèche, qui a un mât à barre de flèche. Il n'a plus de biroof. Ouais, de toute façon, il n'y a plus d'IMOCA biroof à ma connaissance, non. Il n'y a plus d'IMOCA en biroof. Il n'y a plus d'IMOCA en biroof maintenant. C'est que des monoroofs parce que le problème du biroof, c'est que t'es tout le temps sous l'eau quoi. T'es vraiment en permanence sous l'eau. Donc voilà, le bateau de Stéphane Le Diraison avec Didac Costa. Didac Costa, le pompier espagnol qui a fini le dernier Vendée Globe sur son vieux bateau. Mais voilà, un bateau qui du coup maintenant est très abrité aussi, hein. Regardez, tout est à l'abri en fait. Si on regarde, les winches dépassent quasiment pas. Et la colonne est dessous quoi, donc c'est plutôt pas mal. Alors là on passe devant Ebac, donc qui est aussi un bateau de la génération 2008-2009, Vendée Globe 2008-2009. C'est l'ancien Spirit of Canada. Donc un bateau à dérive et on voit clairement la différence de carène. C'était aussi une année très bizarre 2008-2009 puisque c'était des bateaux avec énormément de différence de carène. Là on voit une carène tout arrondie alors que par exemple ici on a plutôt une carène puissante avec des bouchins. Enfin on avait des carènes puissantes, des carènes. Donc ici une carène puissante, ici une carène plutôt en mode ce qu'on pourrait appeler un peu en mode luge. Donc les bateaux un peu de l'héritage de 2004-2005 et même avant, des bateaux qui étaient plutôt faits pour descendre les vagues, glisser dans les vagues, alors que là on avait des bateaux qui commençaient déjà à se spécialiser dans le rigging. Donc un bateau à dérive avec des outriggers, super intéressant. Qu'est-ce qu'on fait à la voie de bouquet? Donc un bateau pareil qui part plutôt pour le côté aventure. Vous avez vu les noms des skippers. Bateau qui part plutôt pour le côté aventure. Mais
Mais voilà, hein, quand même. Et vous voyez, comme je vous disais, l'arrière très arrondi. L'arrière très arrondi, alors que sur les autres, on a plutôt des arrières avec des bouchins assez puissants. Là, c'est un arrière arrondi vraiment pour glisser dans les vagues. Là, on arrive devant Prysmian Group de Giancarlo Pedoté qui embarque. J'ai oublié le nom de qui c'est qui l'embarque. Donc, Prysmian Group qui est l'ancien bateau de Jean-Pierre Dick. Et ensuite, ça a été le bateau de Yann Eliès, avant que Giancarlo le rachète. Un bateau avec des petits foils. Bateau avec des petits foils, donc des bateaux, des foils de la génération 2016, hein. Comme on peut le voir, des tout petits foils. C'est typique de ces années-là. Une carène qui était encore, comme je vous ai dit, en fait, des carènes qui étaient encore assez puissante. Alors une étrave assez arrondie, mais une carène encore assez puissante puisque le bateau était réversible. On pouvait encore le passer en dérive. C'était un bateau qu'on pouvait encore passer en dérive. On aurait pu passer sous dérive. Et donc voilà, bateau de Giancarlo Pedoté qui est avec des outriggers. Et donc un arrière assez puissant en fait. Une carène encore assez puissante pour ces bateaux là. C'est vrai que je vais pas trop parler des carènes sur les autres, on pourra y retourner au pire après, c'est pas très grave, hein. Et du coup là on passe. On passe et on va arriver sur Maître Coq, le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe. Hop, on va se mettre par là. Le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe avec Yannick Bestaven qui va embarquer Jean-Marie Doris sur ce Vendée Globe. Ça c'est pareil, c'est un bateau de la génération 2016, pour le Vendée Globe 2016. Attention, bateau vainqueur, exactement. Bateau de la génération du Vendée Globe 2016-2017, qui en fait était le safran donc du Vendée Globe 2016-2017 pour Morgan Lagravière, qui avait malheureusement abandonné au Cap et qui a fait un très beau Vendée Globe, très beau Vendée Globe. Un bon bateau qu'on peut placer dans les favoris même s'il est un petit peu ancien et que sur les allures qu'ils vont rencontrer sur cette tournée de Jacques Vabre, ça risque d'être compliqué de tenir. Mais à voir. On sait que Yannick Bestaven est quelqu'un qui lâche rien et qui peut très bien faire de très belles choses, quoi. Et donc on voit encore que c'est encore des bateaux avec des carènes assez puissantes. On arrive à Corum, futur bateau de Damien Seguin. Exactement aussi, ouais, futur bateau de Damien Seguin. Je l'ai pas dit ça, mais c'est le bateau avec lequel Damien va partir sur le prochain Vendée. Corum l'Épargne, le bateau de Nicolas Troussel qui sera accompagné de Sébastien Josse pour cette tournée Jacques Vabre. Un bateau qui n'a pas encore fini de grandes courses, puisqu'il a abandonné malheureusement sur le Vendée Globe, qui est un bateau assez particulier, avec son arrière très haut, cette forme de carène assez particulière. Pareil, c'est un plan couille-une jante, si ma mémoire ne fait pas défaut, et normalement des foils récents. Donc Sébastien Josse et Nicolas Troussel, un très bon duo normalement que je placerai dans les favoris, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de préparation. J'ai l'impression que le bateau c'est un peu compliqué avec le bateau là. Et on voit ce cockpit assez particulier avec une montée, pas de passe avant en fait, une montée au milieu et un passage vers l'avant qui est assez particulier par rapport aux autres IMOCA. Mais voilà, un bateau, ouais, j'ai des petits doutes sur les foils. Et je viens de voir en fait sur les foils, j'ai vu qu'il y avait un pet sur les foils, un petit pet, et ça m'inquiète. Alors peut-être que c'est rien, mais même hier quand ils ont fait des tests dessus, j'étais là, ils sont en train de faire des tests sur les foils et ils grinçaient, enfin c'était assez bizarre.
Là on arrive sur le bateau de Manuel Cousin qui sera accompagné de Alexa Barrier sur cette Transat Jacques Vabre. Ce bateau c'est l'ancien bateau, il est beau ce mât. Lequel? Celui de Damien, de Manuel Cousin. Ouais, il est beau. Bah, avec ses barres de flash, on va en parler. De toute façon, on va parler des petites améliorations qu'on peut voir comme ça. Mais ouais, le bateau qui a été pas mal modifié cette année. Mais voilà, le bateau de Manuel Cousin qui sera accompagné d'Alexa Barrier sur cette Transat Jacques Vabre. Ce bateau, c'est le bateau de Jean-Pierre Dix sur le Vendée Globe 2008-2009, avec lequel malheureusement il avait heurté un ovni et du coup avait dû abandonner. Mais un bon bateau qui va pouvoir se battre dans la catégorie des non-foilers, enfin dans la catégorie officieuse des non-foilers. Et surtout deux super marins, super gentils et tout. Enfin, ça va être un bon bateau, un bon duo. Et surtout, ouais, ce bateau-là, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait encore des barres de flèche. C'était un bateau à barres de flèche. Et c'est un bateau qui du coup est passé l'ancien bateau de Arnaud Boissière aussi. Oui, oui. Arnaud Boissière a fait le Vendée Globe 2016-2017 dessus. C'était le bateau d'Arnaud sur le Vendée Globe 2016-2017. Et donc la dernière fois que j'ai vu ce bateau, il avait encore des barres de flèche. Et maintenant il est passé en outrigger. Ce qui a permis d'économiser du poids. Et donc de faire un bateau plus léger et donc plus rapide. Manuel Cousin avait réussi à finir son Vendée Globe dessus. Avait quand même réussi à finir son Vendée Globe malgré des problèmes de quilles. Mais un très très beau Vendée Globe réalisé. On a eu pas mal de petites améliorations par-ci par-là sur ce bateau qui le rendent assez performant. Un bateau pareil qui est à la limite de l'abri, c'est quand même relativement abrité, non, en vrai ça va encore. Et un bateau à barre d'écoute droite qui était un peu particulier pour cette époque. Et surtout, alors, vous voyez ici, là à l'arrière, il y a des petits traits sur les safrans. C'est un peu la base des plans porteurs. Même si c'est pas vraiment des plans porteurs, mais c'est un peu la base. Ça permet de soulever un petit peu l'arrière quand même. Et donc là, attention, très grand favori à la fois quand on est un peu objectif et très grand favori parce que je suis très chauvin, vous le savez très bien. Apivia, donc de Charlie Dalin avec Paul Meillat, accompagné de Paul Meillat pour cette Transat Jacques Vabre. Un super bateau avec un bout qui est assez arrondi, un peu comme les Advance. Il ressemble un peu à Advance en vrai, en termes de forme. Une carène qui était encore relativement puissante sur les côtés, mais on voit que l'arrière se réarrondissait. Par rapport à ce qu'on a pu voir sur 2008-2009, où on commençait à avoir des bouchons sur l'arrière. Là, c'est des carènes qui ont commencé à se réarrondir, puisqu'on n'a pas cherché vraiment la puissance sur les carènes, mais plutôt de la puissance dans les foils, avec ces énormes foils. Regardez la grandeur des foils, les foils très grands, qui permettent au bateau de voler en fait au-dessus de l'eau, c'est assez fou. Un très bon bateau avec aussi un cockpit complètement abrité, adapté au solitaire, alors assez différent de ce qui s'est fait sur Hugo Boss, puisque là, la zone de vie, pour vous donner une idée, moi je l'ai visité donc je sais où est-ce que c'est, la zone de vie est ici et derrière il y a la zone de travail. Donc en gros vous avez une petite zone de vie ici et juste devant derrière vous avez la zone de travail. Mais un bateau voilà, abrité, même si relativement un petit peu ouvert quand même. Donc un peu moins embêtant que l'ancien bateau d'Alex Thompson. Autre favori, Bureau Vallée avec Louis Burton et David Baudard. C'est l'ancien bateau d'Armel Tripon sur le Vendée Globe. C'est l'ancien de l'Occitane, bateau avec une étrave en SCO. Et la cloison de barre d'écoute est plus fermée. Exactement, ouais. La cloison de barre d'écoute est en fait referme sur l'arrière et ils ont bien refermé là depuis le Vendée Globe. Ils ont un peu retravaillé là-dessus et ça donne un très beau bateau. Donc là on parle maintenant de Bureau Vallée 3.
Donc le bateau de Louis Burton avec Davy Baudard, l'ancien bateau de Armel Tripon, donc l'Occitane, bateau qui est très particulier mais qui va avoir plein de petits frères bientôt, j'en suis sûr et certain. Un bateau avec une étrave arrondie. Alors, on n'a pas le droit de faire complètement rond sur l'IMOCA. Faut se mettre ça dans la tête, on n'a pas le droit de faire complètement rond. Donc du coup on fait un petit bout pointu au bout pour dire voilà on a fait un bout pointu et le dessous on l'arrondit. Et donc en fait le bateau va avoir tendance à rebondir dans les vagues et donc va passer. On peut comparer aussi les foils entre Apivia. D'ailleurs Apivia qui, je le rappelle, se fait construire un nouveau bateau, ça y est, c'est officiel depuis... Ça fait 2 heures que c'est officiel quoi. J'ai eu l'info moi il y a 2 heures, donc ça fait super plaisir, je suis trop heureux là. J'ai sauté de joie quand j'ai appris ça. Même si on s'en doutait très fort, mais j'ai quand même sauté de joie. On peut voir que sur Apivia, les foils sont bas et sont tout le temps dans l'eau. Il y a toujours une partie qui touche l'eau. Sur l'Occitane, sur Bureau Vallée 3 du coup, les foils en fait sont très hauts. Et donc en fait si le bateau est à l'arrêt ou dans la pétole, bah, les foils ne touchent pas, donc on a un peu moins de frottement. Par contre ça oblige à devoir gîter pour pouvoir prendre que le foil touche l'eau et donc du coup pouvoir décoller. C'est un peu l'inconvénient. C'est un peu l'inconvénient que je trouve un peu trop important. Je trouve que l'inconvénient est un peu trop important. Et moi je mettrais plutôt des foils qui iraient en dessous. Peut-être des foils en C sur un bateau comme ça, à voir si ça marcherait. Mais c'est un peu moi ce que j'ai comme idée. Un cockpit complètement fermé, mais ça de toute façon c'est sur tous les IMOCA maintenant, quasiment tous les IMOCA ont des cockpits assez fermés. Et une carène qui du coup à l'arrière est pas hyper puissante. Regardez, c'est très arrondi. En fait, la puissance on l'a avec le SCO à l'avant et les foils. Et le reste, ils ont aussi un système de descente d'hydrogénérateurs, puisque ces bateaux sont pour la plupart alimentés par des hydrogénérateurs. Et on voit le système de descente de l'hydrogénérateur qui, au lieu d'être un hydrogénérateur qu'on va monter ou qu'on va redescendre comme ça, descend à la verticale. On va maintenant passer sur le bateau Groupe Apicil de Damien Seguin et de Benjamin Dutreux pour cette Transat Jacques Vabre. Dernière course de Benjamin, de Damien et enfin Benjamin, c'est aussi sa dernière course sur ce bateau, mais c'est pas de toute façon son bateau, mais c'est la dernière course de Damien Seguin sur ce bateau, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il va racheter le bateau de Yannick Bestaven. Ce bateau il est assez connu. Ce bateau est assez connu puisqu'il a fait décor de cinéma. Ce bateau c'est le bateau de En Solitaire, le film En Solitaire, et qui était en fait en premier le bateau d'SNS de Marc Tiercelin sur le Vendée Globe 2008-2009. Donc un bateau construit pour le Vendée Globe 2008-2009 avec des dérives, mais vous regardez, des dérives un peu inclinées vers l'intérieur. Une carène, comme je disais, les carènes de 2008 étaient quand même de plus en plus puissantes. On faisait des carènes puissantes pour aller vite et pour se caler du coup et aller vite au reaching, avoir des bateaux raides à la toile grâce aux quilles pendulaires, parce que j'en ai pas parlé, mais les quilles maintenant sur les IMOCA sur tous les IMOCA, les quilles sont pendulaires, donc les quilles peuvent s'incliner, si je ne m'abuse, à 40 degrés de chaque côté. Et oui, c'était aussi un bateau à birouf, mais maintenant qui est monoroof, comme tous les IMOCA. Et du coup, une carène qui était assez puissante, ce qui était en fait la norme en 2008. Enfin, pour de la génération des bateaux du Vendée Globe 2008-2009. C'est un bateau du coup qui est resté à dérive, mais un très bon bateau à dérive. Un des meilleurs bateaux, sur tout le bassin là, c'est un des meilleurs bateaux à dérive qu'il y ait quoi. Un très bon équipage aussi qui se connaît très bien et qui peut faire des étincelles. Et surtout Damien Seguin, un courage, un énorme courage, un mec qui navigue, qui est né sans main gauche je crois, et qui a un courage énorme. Alors qui a adapté son bateau pour son handicap. Oui, mais même je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs d'ici, on voit sur la colonne en fait. Sur la colonne, il y a un endroit pour qu'il place son moignon en fait et pouvoir quand même passer à la colonne à deux. Là, on arrive devant la Michelin Artipole.
Je t'ai déjà vu quelque part. Eh oui, tu dois être Jeff. Ah oui. Je partais par la transmanche. Ah yes, exact. Comment tu vas? Ça va. Et là, je suis en direct là. Oh, la classe. Donc la Micheline Artisan Artipole, donc avec Arnaud Boissière. Alors son skipper, j'avais jamais à redire son nom. Donc c'est pareil, ce sera la dernière course normalement dernière course de Arnaud avec ce bateau, puisque le bateau est vendu justement à son co-skipper. Et ensuite il va récupérer le premier bateau qu'on a vu, du coup Initiative Cœur, il le récupère et il fera le prochain Vendée Globe. Arnaud, c'est le recordman des Vendée Globe finis. Il a fini 2008-2009, 2012-2013, 2016-2017 et 2020-2021. C'est un recordman pour ça. Et c'est aussi un mec adorable. Malheureusement, le bateau est pas super bon, donc malheureusement Arnaud peut pas exploiter tout son talent, parce que c'est un mec qui a quand même énormément de talent, et malheureusement il peut pas vraiment l'exploiter avec ce bateau. J'ai très hâte de le voir sur son nouveau bateau. Et du coup, on finit cette visite du ponton des IMOCA. Mathis va être en folie totale. Devant Charal, grand favori, grandissime favori avec Apuvias. Moi, ça fait vraiment partie des deux bateaux qui selon moi peuvent vraiment l'emporter. Donc Charal avec Javier Billou et Christopher Pratt, un très bon bateau construit exclusivement autour des foils. La Karen est pas très puissante. Si on regarde, on va regarder l'arrière. Il doit prendre sa revanche. Oui, on va en parler. On va en parler. Une Karen qui est complètement arrondie. Si vous regardez, en fait, pas de puissance du tout dans la carène. Une carène complètement arrondie qui touche quasiment pas l'eau. En fait, l'arrière touche quasiment pas l'eau. Et c'est complètement arrondi. Il n'y a pas vraiment de grosse puissance dans la carène. Par contre, les foils sont monstrueux. Regardez-moi ces bêtes. Regardez-moi ça. C'est assez fou. C'est un bateau vraiment assez fou. Donc grandissime favori de cette Transat Jacques Vabre, qui n'avait pas gagné en 2019 puisqu'il avait il s'était fait enfermer dans le poteau noir pendant longtemps, hein. Il avait pris assez cher dans le poteau noir et il avait fini 3ème si je ne m'abuse. Des nouveaux foils, une nouvelle étrave. Exactement, on va en parler un petit peu. Donc il avait eu des problèmes dans le poteau noir. Il s'était fait arrêter par le vent, quoi. Il avait pas de vent, alors que tout le monde passait. Et au final lui est resté coincé. Et du coup il a fini 3ème. Il avait quand même bien rattrapé après, mais ça avait laissé la victoire pour Charlie. Pour Charlie et à l'époque Yann Elias. Donc ouais, un cockpit assez fermé, qui a été refermé un petit peu, et des foils assez monstrueux, et une étrave dont on avait parlé dans Actu Large d'ailleurs. Une étrave dont on avait parlé dans Actu Large. Une étrave un peu spatulée, qui permet déjà de commencer à rebondir dans les vagues. C'est pas la dernière course avec ce bateau, c'est sûrement la dernière transat. C'est, je crois, la dernière transat, mais c'est pas la dernière course avec ce bateau. Mais Jérémy va avoir un nouveau Charal, un plan manoir, même s'il n'avoue pas pour l'instant. Il l'avouera que le jour où il sera mis à l'eau, que ce sera un SCO, j'en suis sûr et certain. Parce que Jérémy a vu un petit peu les ravages de l'Occitane devant lui, donc je pense qu'il est un petit peu en mode je veux le même. Et je pense que le prochain Charal sera un SCO. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas me tromper. Et je pense que ce sera un bateau assez monstrueux, le nouveau. Celui-là est déjà monstrueux, mais alors le nouveau, voilà, ce sera de la folie. Ce sera de la folie. Donc voilà, un bateau pas très puissant en carène, mais extrêmement puissant en foil. On va remonter un petit peu, on va voir un petit peu les bateaux plutôt vus de l'arrière maintenant. Comme ça, vous allez voir un petit peu les différentes formes de carène. Donc là, une carène de 2008. Donc on voit plus de puissance.
on avait plus de puissance dans la carène. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, donc actuellement la Michelin Artisan Artipole, c'était le bateau de Mike Golding sur le Vendée Globe 2008-2009. Malheureusement, alors que Mike était en tête, il avait dématé, ce qui avait laissé d'ailleurs la première place. C'est à ce moment-là que Michel Durieux avait pris la première place et ne l'avait plus lâché jusqu'à l'arrivée. Mais voilà, c'était ce bateau-là. Après, il a fait encore un Vendée Globe avec Mike Golding, qui cette fois-ci il a fini. Ensuite, en 2016-2017, c'était le bateau d'un Irlandais, mais dont je me rappelle plus du nom. Et ensuite, il est passé entre les mains de Arnaud, qui l'a modifié du coup avec des foils, alors des petits foils comme vous avez pu voir, et des petits foils comme vous pouvez le voir, qui sont pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Le propriétaire de Charles sera très content. Ah ouais, tu m'étonnes. Je pense aussi qu'il sera très content. Donc on peut revoir un peu les carènes au passage. On va revoir petit à petit les carènes au passage. Donc là on a pu voir là, sur Apicil une carène puissante. Là une carène qui n'a pas beaucoup de puissance non plus, mais qui est très puissante. En fait c'est un bateau très puissant par rapport à ses foils. Apivia, lui, qui est un bateau un peu plus, un peu moins typé quand même. C'est un bateau qui a à la fois de la puissance dans ses foils, mais qui avait aussi de la puissance dans sa carène. Si tu regardes, c'est bouchonné, donc en fait le bateau s'appuie dedans, et c'est un bateau qui a été pensé un peu pour les deux, qui fait très bien le mode archimédien, mais qui fait aussi très bien le mode volant, quoi. À voir maintenant ce que va faire Charlie, comment va être son nouveau bateau, sachant que ça sera encore un plan VPLP, donc un plan Verdier plutôt, pardon. C'est un plan Verdier, si je ne m'abuse. Donc oui, c'est un plan Verdier, ce que j'ai lu. J'ai lu l'article une seule fois pour l'instant, donc je sais, me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Et donc un très bon bateau qui va encore sortir des chantiers. Et donc ce bateau qui est en cours de vente, comme a dit Charlie, bon, on sait tous à qui il part. Hein. On sait tous à qui il part. Là, on revoit une carène un peu plus puissante, ce qui était la norme du coup, comme je disais, en 2008. Mais bon, voilà, ce bateau-là, on sait tous à qui il part. Il part à Clarisse Crémière. Mais ça, faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort. Les bateaux, sachant qu'il reste encore du coup des bateaux, dans les bateaux neufs à vendre. Il reste du coup Charal. On peut visiter Apivia. Je crois que oui. Faudra qu'on voit ça demain, Mathis, quand tu seras là. Bon, si tu veux, on ira voir. Si tu veux, on ira visiter tous les deux. Donc là, on voit Corum. Donc on revoit Corum qui avait cette particularité dans les bateaux, alors un peu comme Apivia, qui avait cette particularité d'être un bateau encore quand même relativement puissant de carène. Donc voilà les foils, hop. Donc du coup on a pu voir sur Discord, je te donnerai mon numéro. Ouais, ça marche. On a pu voir que certains bateaux, sur certains foilers, on avait des je passe comme ça, hop. On avait des bateaux avec des foils qui se finissaient avec un petit type, et il y en a qui finissaient sans type. Oh non, je vais repasser par en haut parce que c'est trop compliqué de passer là. Hop. Donc on a vu qu'il y avait des IMOCA, des IMOCA, où il y avait des foils qui s'initiaient avec un petit type, et donc avec le bout du foil où c'était pointu, et d'autres où tout le foil était assez arrondi. Alors ça a un intérêt purement
purement pour typer le bateau en fait. Ça type un peu le bateau et ça lui permet d'être plus ou moins puissant. En gros, plus vous allez mettre le foil arrondi vers le bas, plus vous allez le mettre profond, plus vous allez avoir de poussée, donc plus vous allez pouvoir voler. Mais si vous le mettez profond aussi, si vous faites des foils lancés comme il y a sur certains bateaux, notamment je pense à Hugo Boss qui a des foils assez en C mais qui s'unissent par un coude quand même. Bah, ce bateau là en fait du coup il y a toujours de la surface dans l'eau. Sur tous les autres bateaux où il y a un type comme ça, il y a toujours de la surface dans l'eau. On a vu donc en fait quand il n'y a pas de vent, vous traînez de l'eau. On a vu sur Bureau Vallée numéro 3 que je vais vous mettre avec une vue sur moi, hop, que les foils du coup étaient tout le temps en dehors de l'eau, mais il fallait gîter. Ça c'est pas mal. Et sur ces bateaux là ça a un avantage, c'est que du coup c'est des bateaux qui vont moins toucher l'eau. C'est des bateaux qui vont moins toucher l'eau. Mais c'est les foils. Les foils vont moins toucher l'eau sur des bateaux comme l'Occitane, enfin comme l'ancien l'Occitane, mais il va falloir gîter pour pouvoir toucher l'eau. Sur les bateaux comme on a vu sur Apizia, les foils touchent un peu plus vite l'eau et donc on peut plus rapidement partir en vol. Merci. Et du coup comme on a vu aussi on va retourner voir mais sur Arkea, c'est des foils lancés. Et donc les foils lancés, le gros avantage qu'il y a, c'est que les foils, on peut les remonter complètement. On peut les rentrer complètement dans le puits. Et donc du coup quand il n'y a pas d'air, on peut clairement les rentrer et de ne pas avoir de turbulence. Et de ne pas avoir de traînée en plus. On peut en plus, du coup, ils ont l'avantage aussi, c'est que du coup quand on les descend, ils sont bien sous le bateau. Ils sont bien sur le dessous du bateau et donc ils apportent une puissance rapide et un vol rapide. On peut voler très rapidement, contrairement aux autres, contrairement à ce qu'on a pu voir sur l'Occitane. Et là on repasse du coup devant Eleven Hour Racing Malama. Magnifique le bateau, magnifique. Mais voilà, on arrive bientôt sur la fin de ce stream, hein. On va repasser une dernière fois devant tous les bateaux. Alors on en a loupé quelques-uns, mais de toute façon c'était des carènes qu'on avait déjà vus. Comme je vous disais en fait, ce bateau donc qui est Eleven Hour Racing, le 1, qui est le futur bateau de Benjamin Dutreux qu'on a vu tout à l'heure, donc qui s'appelle Alaka. Il y avait encore quand même de la puissance dans la carène, hein. On voit quand même que c'est encore très puissant dans la carène, contrairement à certains bateaux de la génération 2020 quoi. Ça c'est un bateau de la génération 2016, donc il avait encore quand même quelques caractéristiques de la génération 2016, mais tout en étant quand même bien tourné sur ses foils, bien construit autour de ses foils, alors que les autres étaient construits plutôt autour, pour être réversible quoi. On peut dire que Alex Thompson a directement cru au foil, ce qui était plutôt cool. Là pareil, un bateau avec une carène assez puissante, mais un bateau voilà qui a été construit pareil pour faire de la puissance en carène quoi, puisqu'il n'y a pas de foil. Alors il faut savoir aussi quand même que avant que les foils existent, vu qu'on a une quille qui bascule, on avait déjà un effet de soulèvement, on avait déjà un effet de sustentation qui était moins puissant que maintenant, mais on avait quand même un effet de sustentation. Là on voit une carène, Advance un peu comme Apivia, a quand même gardé un petit peu de puissance en carène, contrairement à Hugo Boss ou Charal qui avait complètement enlevé, qui avait enlevé beaucoup de puissance quoi. Au moins une rétorsion, toute petite navigation à des volumes plus grands.
Donc la compagnie Gility, pareil, donc une canne de 2008, un bateau. 429 au total. Beaucoup, hein? Ah, c'est énormément. On a eu toute la journée de 10h à Un bateau qui était un petit peu intermédiaire. C'est un petit peu intermédiaire comme. Il était un peu intermédiaire comme bateau. Un bateau où on commençait à avoir un petit peu à être un peu découpé, mais pas encore de trop quoi. On découpait un petit peu pour avoir un peu de puissance, mais c'était quand même encore relativement arrondi pour garder le mode luge. Par exemple, on peut voir que MACSF était directement un bateau très puissant de carène, et du coup qui a gardé de la puissance en carène, mais en ajoutant des foils, bah, c'est un bateau qui est puissant un peu partout. C'est un bateau assez polyvalent. C'est la société des régates du Havre, le sport électrique est présent sur Havre. Il y a de grosses différences entre le premier bateau de Jérémy et le dernier. Exact, ouais, énormément. Bah après voilà, c'est l'évolution de la classe IMOCA, de l'évolution de la voile depuis 2008. Moi je suis l'évolution depuis 2008 en fait, et il y a énormément d'évolution. Là pareil, on voit une carène encore assez puissante, assez découpée. Mais ça c'est un peu les dessins de Juan Kunjan qui fait encore des carènes assez puissantes. Alors je sais plus s'il y en a un qui va... Je sais plus si dans les bateaux de nouvelle génération il y aura un plan Kunjan, je ne sais pas du tout. Mais c'est un mec un architecte qui fait des bateaux très puissants en carène. Donc là bah voilà, on revient sur des bateaux de la génération 2016-2017. Donc avec des carènes encore assez puissantes puisque c'était des bateaux réversibles. C'était des bateaux réversibles. Alors je pense que vous avez remarqué sur l'arrière des bateaux, il y a des petites trappes. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout de suite. Et on finira ce stream en parlant un peu du coup pourquoi les foils et pourquoi on a mis des foils à la place des dérives, à quoi ça sert. On va en parler après. Mince. Hop. Donc là on a revu un bateau du coup de la génération 2008-2009, donc des bateaux qui commençaient à avoir des formes arrière plus puissantes. Et surtout ce bateau a été modifié à l'époque où il s'appelait Initiative Cœur, parce que ce bateau s'est appelé Initiative Cœur, c'était l'Initiative Cœur pour le Vendée Globe 2016, qui malheureusement il n'a pas terminé, mais suite à un dématage, la tête de mât qui s'est cassée, et on voit que c'est un bateau qui a été déjà quand même arrondi à l'avant pour gagner un petit peu en puissance. Et donc voilà, on revient à Initiative Cœur. Et vous voyez au niveau du cœur là, il y a une trappe. Alors il y a ça sur tous les IMOCA. En fait, c'est une trappe qui sert si le bateau se retourne. Ben en fait, les skippers peuvent ressortir par là, tout simplement. Tout bêtement, en fait, les skippers peuvent ressortir de par ici. Et c'est c'était de là qui était ressorti d'ailleurs Jean Le Cam sur le Vendée Globe en 2008. Donc cette trappe sur le bateau à l'envers, la trappe doit toujours être à l'extérieur de l'eau. Hop. Alors on va se mettre au bout du ponton et je vais vous raconter un petit peu. Donc la classe IMOCA, c'est une classe qui date de 1989, enfin des débuts du Vendée Globe quoi. C'est une classe qui continue qui se développe bien. Hein. Là il y a 23 bateaux au départ je crois. Ou 22 bateaux au départ, donc énormément de bateaux. Là on voit tous les foils et tout, c'est magnifique. Regardez tous les foils qui sortent. Très peu de bateaux, du coup là on n'a pas beaucoup de bateaux qui partent bateaux à dérive là. On n'a pas beaucoup de bateaux à dérive. On a plus de foilers, comme sur le Vendée Globe en fait. On commence à avoir de plus en plus de foilers et de moins en moins de bateaux à dérive, puisque maintenant on sait que les foilers c'est l'avenir, et que même si le dernier Vendée Globe a failli être remporté par un non-foiler, c'était exceptionnel, et là par exemple sur une Jacques Vabre, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'un non-foiler puisse arriver à faire quelque chose. Donc pour vous raconter un petit peu à quoi servent les foils, donc les foils en fait permettent de substanter le bateau, faire sortir le bateau de l'eau un petit peu. Donc en gros on gagne en puissance en sortant le bateau de l'eau, puisqu'on le soulève, mais en plus on le rabat un petit peu, donc on gagne en puissance
Donc on garde en raider à la toile et donc on peut garder la voile beaucoup plus longtemps. Bonjour. Donc on évite ça évite en partie au bateau de trop gîter. En fait, on appuie le bateau, on appuie le foil dans l'eau, on relève et du coup le bateau gîte moins et du coup il garde plus de puissance et plus on garde de puissance, plus on va vite quoi. Et surtout on soulève un peu la carène et donc bah, on limite la surface mouillée et là on accélère. C'est des accélérations assez prodigieuses. Mais les foils aussi ont un effet ce qu'on appelle anti-dérive, puisque sur un bateau classique, ce qui permet à un bateau de ne pas dériver, c'est la quille. Sauf que sur ces bateaux-là, la quille elle est basculante et en plus elle est très fine, elle est pas très épaisse. Et donc du coup en fait la quille ne peut pas avoir l'effet anti-dérive. Donc du coup on a des foils ou des dérives, du coup les dérives de base permettent ça, on les met dans l'eau et donc du coup eux font l'effet anti-dérive que ne fait plus du coup la quille qui n'est pas assez épaisse et qui surtout est souvent basculée. Puisque dès qu'il y a du vent, on va basculer la quille qui va du coup déjà donner de la puissance et ensuite c'est les foils qui donnent le reste de puissance. Voilà pour vous expliquer à quoi servent les foils. On peut revoir, pour ceux qui n'étaient pas là en tout début de stream, tout en tête de mât là-haut, on voit le système Oscar, donc là-haut là, on voit un petit boîtier blanc. Alors ça voilà. On voit un petit boîtier blanc, c'est le système Oscar qui permet d'éviter les collisions avec les ovnis, qui permet normalement de repérer les ovnis à distance, à assez grande distance. Et du coup, on espère que dans un futur assez proche, on aura quasiment plus de collisions avec des ovnis et que les bateaux n'abandonneront plus suite à des collisions avec des ovnis et surtout qu'on ne tapera plus des cétacés comme ça arrive malheureusement un peu trop souvent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les outriggers, c'est pour gagner, donc les outriggers, les barres qui sont sur les côtés là, ça permet de gagner du poids tout simplement puisqu'on a plus tous les étages de barres de flèche. On a du coup aussi moins de câbles, donc on a moins pas de haubans mais de haubans. On a moins de haubans qui tiennent le mât et donc du coup on gagne en poids tout simplement. Et surtout on écarte le point de tir, donc on a une meilleure stabilité et on peut surtout aussi un peu basculer, on peut aussi un peu jouer avec le mât et avoir ce qu'on appelle des mâts L, qui en fait sont des mâts propulsives. Sur certains bateaux il y a même des penons, donc qui sont des petits bouts de ficelle. Alors là c'est des petits bouts de ficelle. Il y a sur tous les bateaux, sur toutes les voiles de bateaux il y a, mais là comme les mâts sont propulsifs aussi, on met des penons sur les mâts et pour regarder en fait l'écoulement de l'air et rendre le mât propulsif. Puisque du coup le mât est propulsif. Le mât permet au bateau d'avancer. C'est assez fou, c'est assez dingue. Donc un IMOCA à sec de toile peut avancer. C'est assez rigolo. Donc voilà, Initiative Cœur, qui est un bateau assez pointu et qui est le sister ship. Alors quasi sister ship puisque maintenant les bateaux, l'autre bateau n'a pas de foil, mais qui est le sister ship en fait de l'ancien Banque Populaire, celui qui a fait le Vendée Globe en 2020. Donc l'ancien bateau de Clarisse, mais qui avait pas de foil. Mais donc du coup celui-là c'est c'était le Banque, il a fait Foncia. Pour vous expliquer un peu son histoire, il a d'abord commencé sous les couleurs de Foncia avec Michel Desjoyaux, Route du Rhum 2010 et Barcelona World Race 2010-2011. Ensuite, il a été Banque Populaire, avec lequel Armel Leclâche a fini deuxième du Vendée Globe 2012-2013, avec juste derrière François Gabard, la fameuse bataille des deux bateaux. Ensuite, il a été maître coq de Jérémy Bayou, avant de devenir Initiative Cœur de Samantha Davis. Et enfin, il va devenir après l'ami Caline d'Arnaud Boissière. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter doucement là-dessus. On va s'arrêter doucement là-dessus. On a fait le tour de tous les IMOCA, des carènes, des petites spécificités techniques. On a vu un peu les équipages et les favoris. Donc ce que je classe dans les favoris, c'est Charal, Aplysia, peut-être Arkea, mais à voir. Et ensuite dans les outsiders, il y a Maître Coq. Il y aurait pour moi Initiative Cœur, qui est un des outsiders. Nexence est un outsider.
Et plein d'autres en fait. Fortinet Best Western est un outsider pour moi. Pas favori mais outsider quoi. Il a un bateau un peu en deçà de certains, des deux favoris que j'ai dit. Mais un bateau quand même qui peut aller vite. Et il serait capable de sauter sur la moindre occasion des erreurs des deux grands favoris pour essayer de les battre. Voilà. Du coup je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça fait déjà 1h10 qu'on est en direct. Ça fera 1h10 de vidéo demain à retrouver. Si vous voulez le revoir ce stream, rendez-vous demain à 18h sur la chaîne YouTube. Alors si vous êtes sur YouTube, vous le voyez actuellement. Mais voilà, on est tous les jours en stream. À l'heure où vous regardez, on sera peut-être sur le stream des ultimes. On l'aura fait peut-être. Sinon, rendez-vous à 17h demain pour ceux qui sont actuellement avec moi là. Rendez-vous demain à 17h pour le live où on va parler des ultimes. Les grands bateaux de 32 mètres. Les trimarans de 32 mètres surpuissants, voilà. Des bateaux fantastiques qu'on va aller voir demain. Et ceux qui auront le plus grand parcours, parce que oui, je vous ai pas dit, du coup, ces bateaux-là, les IMOCA qu'on vient de voir, eux ont le parcours qui va les emmener à Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, au large du Brésil, donc au nord-est du Brésil, alors que les ultimes, eux, iront beaucoup plus sud. Contourner une île, donc j'ai déjà oublié le nom. Va falloir que je la révise pour demain, voilà. Du coup, je vous dis à demain, je vous fais des